en novembre 1896 dans le comté de Garfield, Colorado. Contrairement aux autres colons de la vallée qui construisaient des cabanes en bois, suivant la tradition de leurs ancêtres, Armand Petrussian transporta des pierres de rivière sur une pente pour ériger une structure sans précédent. Pendant 3 mois, le tailleur de pierre arménien de 44 ans se consacra à la construction d'un dôme en forme de ruche derrière sa demeure, un édifice inhabituel et sans fenêtres, relié à sa résidence par un passage souterrain étroit. Un Arménien construit sa propre tombe, a plaisanté un éleveur au magasin général. Cependant, Armand ne construisait pas, en fait, une tombe. Pour découvrir les événements qui se sont déroulés lorsque le blizzard le plus violent jamais enregistré au Colorado a démoli chaque cabane en bois de la vallée, comme si elles étaient faites de verre, veuillez vous abonner et me faire part de votre lieu de visionnage dans les commentaires. Armand Petrussian arriva au Colorado au printemps 1849, ayant échappé au massacre généralisé qui dévastait les colonies arméniennes à travers l'Empire ottoman. Il était parti d'une ville proche du lac de Van, un endroit où sa famille avait érigé des édifices en pierre pendant 11 générations, des églises, des résidences et des fours communautaires partagés, utilisés par des villages entiers pour cuire le pain et chauffer l'eau. Ces fours partagés, connus sous le nom de tonneurs, étaient des dômes de pierre en forme de ruche partiellement encastrés dans le sol, dotés de murs épais qui absorbaient la chaleur des feux du matin et la restituaient ensuite pendant plusieurs heures. Pendant des siècles, les familles arméniennes se sont rassemblées autour des tonneuses, non seulement pour cuire le pain, mais aussi pour se réchauffer, sécher les vêtements et supporter les hivers qui descendaient des montagnes avec une intensité mortelle. L'Amérique offrait la sécurité. Cependant, ce qu'elle offrait, particulièrement dans l'ouest du Colorado, était un terrain qui évoquait douloureusement la patrie d'Armand. Des vallées montagneuses élevées, des hivers rigoureux et des pionniers qui construisaient tout en bois, comme si les arbres étaient la seule ressource accordée par Dieu. Son premier hiver au Colorado révéla les limites du bois. La demeure qu'il avait louée près de Glenwood Springs craquait et gémissait. À chaque tempête de vent, des fissures apparaissaient entre les rondins, car les températures fluctuantes faisaient se dilater et se contracter le bois. La construction, à une seule couche, perdait la chaleur si rapidement que le poêle à bois dévorait le combustible plus vite qu'Armand ne pouvait en acheter. Cependant, ce sont principalement les bruits qui le dérangeaient. Pendant les nuits les plus glaciales, avec des températures chutantes en dessous de -20, la cabane émettait des bruits de claquements et de craquements, semblables à des coups de feu lointains. La sève gelée, à l'intérieur des rondins, se dilatait avec une puissance immense, déchirant les fibres du bois avec des bruits brusques qui le tiraient de son sommeil à plusieurs reprises. À l'aube, de nouvelles fissures étaient apparues dans des rondins qui semblaient solides la veille au soir. En Arménie, la pierre ne se fracturait ni ne se pliait. Au lieu de cela, elle absorbait la chaleur solaire tout au long de la journée et la libérait progressivement pendant la nuit, atténuant ainsi les fluctuations de température qui ruineraient des substances inférieures. Les tours de pierre de son village avaient résisté pendant 3 siècles. En revanche, les cabanes en bois du Colorado survivaient rarement plus de 3 décennies. Et 1896, Armand avait accumulé suffisamment de fonds pour acquérir 12 acres de terrain pierreux près de Carbondale, que d'autres avaient rejetés en raison de ses roches excessives pour la culture. Le vendeur s'était excusé. Armand, cependant, percevait ces pierres d'une autre manière. Il y voyait des murs, il y voyait un dôme. Il y voyait une structure en pierre suffisamment solide pour chauffer une résidence. Sa stratégie, bien que simple, était totalement inédite dans la vallée. Il avait l'intention de construire une cabane en rondin conventionnel comme habitation. Les Américains s'attendaient à de telles structures et il visait à éviter d'attirer une attention excessive sur lui en tant qu'étranger. Néanmoins, un authentique dôme de chauffage arménien serait érigé par lui, situé derrière cette cabane et relié par un tunnel souterrain. Cette ruche de pierre,
mesurant 12 pieds de diamètre, avec des murs de 3 pieds d'épaisseur, serait partiellement encastré dans la colline pour offrir une isolation améliorée. Chaque matin, il allumerait tout combustible disponible qu'il pourrait ramasser, y compris des broussailles, des débris, des aiguilles de pin et du bois mort à l'intérieur du dôme. La pierre absorberait cette chaleur et par la suite, l'air chaud circulerait continuellement à travers le tunnel vers sa cabane pendant de longues périodes. Le feu et la fumée resteraient à l'extérieur de son habitation. Sa femme, Sona, lui offrit son soutien, bien qu'elle ne saisisse pas entièrement le concept. Bien qu'elle ait grandi avec des tonneries en Arménie, elle n'en avait jamais vu un utilisé pour chauffer une habitation entière. Pourtant, elle faisait plus confiance à la compréhension de la pierre par Arman qu'elle n'aurait jamais pu en faire au bois. Le bois pourrissait, brûlait et se fissurait par temps froid. La pierre, en revanche, perdurait. « Les Américains croiront que tu es fou », le prévint-elle. « Les Américains contemplent beaucoup de choses », rétorqua Arman, tout en classant les pierces de rivière par taille pour la fondation. « Laissez-les penser. Quand l'hiver arrivera, nous découvrirons qui est vraiment irrationnel. » Il plaça ensuite la première pierre et commença la construction. La fondation du dôme attira l'attention, avant même que la première rangée de pierres ne soit achevée. Armand avait creusé une fosse circulaire de 4 pieds de profondeur et 14 pieds de diamètre, la taillant dans le flanc de la colline située derrière l'emplacement de sa cabane. L'excavation était visible depuis la route principale qui reliait les ranchs dispersés de la vallée. Le 3e jour de creusement, son plus proche voisin, William Hendricks, un éleveur de bétail qui avait colonisé la propriété adjacente en 1882, vint le voir à cheval. Ayant survécu à 14 rivers du Colorado, Hendricks se considérait comme une autorité en matière de vie en montagne. Il découvrit Arman les genoux dans l'excavation, tirant des seaux de terre rocailleuse sur une rampe qu'il avait construite. « Petrosiane, qu'est-ce que vous construisez, bon sang ?» Arman expliqua alors le dôme, le tunnel et la masse thermique destinée à chauffer sa cabane sans la remplir de fumée. Hendricks écouta avec l'expression d'un homme qui amuse un enfant déclarant vouloir voler. « Vous construisez un igloo de pierre pour chauffer votre cabane. » Hendricks répéta lentement, « Avec un tunnel ressemblant à une sorte de rongeur, comme un toner arménien. Jahion pas ça. Ma famille les construit depuis 300 ans. Ce n'est pas l'Arménie, c'est le Colorado. Ici, nous utilisons des poêles, déclara Hendricks en désignant l'excavation. Vous gaspillez 1 mois de travail sur un simple trou dans le sol. Ce temps devrait être consacré à couper du bois de chauffage et à achever votre cabane avant l'arrivée de la neige. Le dôme économisera plus de bois de chauffage que je ne pourrai jamais en couper, affirma Arman. Hendricks secoua la tête en signe de désaccord et s'éloigna à cheval. En soirée, l'histoire s'était répandue dans chaque ranch dans un rayon de 10 miles. La moquerie s'organisa rapidement au mercantile de Carbondale. Les éleveurs de bétail se sont réunis pour délibérer sur l'entreprise mal avisée de l'Arménien. Un homme nommé Tucker a affirmé « Le dôme s'effondrerait inévitablement en raison de sa masse inhérente. La maçonnerie était incapable de franchir un vide sans l'aide de mortiers et de supports en bois. O'Brien, un berger, a fermement déclaré. Le passage serait obstrué par la fumée, entraînant l'asphyxie de la famille. Hendricks a fait savoir que l'étranger avait l'intention d'incinérer des ordures et des broussailles au lieu de bois de chauffage approprié. L'idée que des déchets puissent chauffer adéquatement une habitation a été tournée en dérision. L'implication des femmes passait par l'institution ecclésiastique. L'épouse du pasteur Whitmore a dirigé un groupe pour rendre visite à Sona pendant qu'Arman était occupé à creuser. Elle fut découverte en train de préparer le repas du soir dans la demeure partiellement construite.
Ses mains étaient saupoudrées de farine et son regard exprimait de la détermination. « Madame Petrogen, commencèrent-elles, nous avons des réserves concernant l'entreprise de votre mari. » Madame Whitmore a entamé la conversation. « Les hommes affirment que cela présente un risque. Les constructions en maçonnerie échouent. Les passages souterrains sont inondés. Et le concept de chauffer votre résidence avec un four à pain n'est tout simplement pas coutumier dans cette région. » Cette pratique est observée en Arménie depuis des centaines d'années. Cependant, vous résidez actuellement en Amérique. Nous possédons ici des techniques supérieures, telles que les poêles en fonte et les conduits de cheminée appropriés. Madame Whitmore, feignant l'empathie, s'est rapprochée. Votre époux est un étranger. Il ne comprend pas les coutumes locales. Il serait peut-être bénéfique que vous puissiez le persuader de cesser cette entreprise imprudente avant qu'il ne gaspille davantage de temps. Sonnet a alors posé son rouleau à pâtisserie sur la surface. L'ancêtre de mon mari a construit un dôme qui reste intact après 1 siècle et 2 décennies. Vos habitations en bois se dégradent en 3 décennies. Il se pourrait bien que ce ne soit pas mon mari qui manque de compréhension. Les femmes se sont retirées, offensées et silencieuses. Le récit s'était répandu dans toute l'assemblée de l'église au moment où le dimanche est arrivé. La femme arménienne qui avait dénigré les pratiques de construction américaines, le foyer particulier érigeant un sépulcre derrière leur habitation. Les étrangers, dont l'arrogance les empêchait d'écouter les conseils de ceux qui avaient une plus grande perspicacité. Le pasteur Whitmore a subtilement inséré une mention dans son homélie concernant la transgression de l'orgueil et les périls associés aux coutumes étrangères. Il s'est abstenu de nommer explicitement les individus. Il n'y avait aucune nécessité. Armand a appris le sermon indirectement. Il a poursuivi son travail de maçonnerie sans prononcer un mot. Les côtés structurels du dôme avaient atteint une hauteur de 3 pieds. 5 pieds supplémentaires restaient avant qu'il ne puisse commencer la construction du plafond en encorbellement. L'élévation du dôme a progressé tout au long de septembre et s'est étendue jusqu'en octobre, chaque couche de pierre successive possédant un diamètre légèrement réduit par rapport à la précédente. Armand a utilisé une méthode de pose à sec pour les premières couches, ajustant méticuleusement les pierres sans mortier à tel point que le tranchant d'un couteau ne pouvait pas pénétrer les jointes. Cette technique de construction précédait même les débuts de Rome. Le processus d'encorbellement a commencé une fois que la structure a atteint 5 pieds de hauteur. Chaque couche circulaire de pierre suivante s'étendait légèrement vers l'intérieur par rapport à celle du dessous, rétrécissant progressivement l'ouverture jusqu'à ce qu'il ne subsiste qu'un petit vide au sommet. Cette ouverture, mesurant 18 pouces de large, était destinée à fonctionner comme conduit de cheminée, facilitant l'ascension de la fumée, tandis que l'énergie thermique imprégnait le matériau adjacent. Son fils de 14 ans, Vartan, fonctionnait à la fois comme aide et comme apprenti. Ils ont choisi chaque pierre en collaboration en fonction de sa forme et de sa masse, vérifiant son adéquation avant le positionnement final. Une pierre mal choisie dans un dôme en encorbellement introduisait une vulnérabilité capable de provoquer l'effondrement de tout l'édifice. Chaque pierre s'emboîtait fermement avec ses voisines, un peu comme les pièces d'un puzzle divinement conçu. Vartan, mesurant le mur à 36 pouces, demanda « Pourquoi une telle épaisseur ? Des murs plus minces ne permettraient-ils pas une construction plus rapide ?» La réponse fut que des murs plus minces retiendraient moins de chaleur. Armand clarifia « L'épaisseur est cruciale. » Il pressa sa paume contre la surface intérieure. Chaque pierre absorbera la chaleur du feu et la retiendra pendant des heures. Le dôme fonctionne comme une batterie thermique. Nous l'activons le matin et il fournit de la chaleur en continu tout au long de la journée. La construction du tunnel nécessitait une expertise différente.
Harmon creusa un passage de 18 pouces de large et 2 pieds de haut, qui montait doucement de la base du dôme jusqu'à une ouverture dans les fondations de sa cabane. Il en pavait le sol et les côtés avec des pierres plates, utilisant la terre au-dessus comme un plafond naturel. La pente était cruciale, car l'air chaud monte naturellement. L'angle du tunnel favoriserait donc un flux constant du dôme vers la cabane. À l'entrée de la cabane, il installa une simple porte en bois, conçue pour sceller complètement le passage. Ouvrir la porte laisse entrer la chaleur. La fermer arrête le flux. La maîtrise du système était essentielle. Le sol du dôme était recouvert d'une couche de sable de 6 pouces, surmontée ensuite de pierres de rivière plate. Cela formait une masse thermique sous le feu, destinée à absorber la chaleur descendante, plutôt qu'à la laisser se dissiper dans la terre. Chaque surface interne du dôme était conçue pour capter l'énergie et la libérer progressivement. L'ensemble de la construction a duré 11 semaines. Tous les matériaux nécessaires, principalement des pierres de rivière, provenaient gratuitement de sa propre terre. Le sable était transporté du lit du ruisseau. La main-d'œuvre se composait uniquement de lui-même et de son fils. La dépense totale en espèces s'élevait à $4, utilisés pour les charnières en fer des portes du tunnel. La structure achevée atteignait 8 pieds du sol à l'apex et avait un diamètre de 12 pieds à sa base. Avec des murs uniformément épais de 3 pieds, son extérieur ressemblait à une ruche en pierre émergeant du flanc de la colline. C'était identique aux tondeurs qu'Harman avait rencontrés en Arménie, mais à une échelle plus grande et non conçue pour cuire du pain. Son but, cependant, était de chauffer une maison. William Hendricks, passant à cheval fin octobre, s'arrêta pour inspecter le dôme achevé. Il en fit 2 fois le tour à cheval, son expression oscillant entre dédain et curiosité réticente. « C'est robuste, concéda-t-il, je vous l'accorde, mais la pierre est intrinsèquement froide. Tout le monde sait que les bâtiments en pierre sont plus froids que ceux en bois. De la pierre froide, oui, mais pas de la pierre qui retient la chaleur du feu. Vous y brûlerez des broussailles, des aiguilles de pin et divers déchets, tout ce qui s'enflamme. Le dôme ne se soucie pas du type de combustible, seulement qu'il soit fourni. » Hendricks ricana. « Je brûle 2 cordes de chêne de qualité chaque mois en hiver. Croyez-vous sincèrement qu'un tas de broussailles dans un igloo de pierre rivalisera avec ça? Je soutiens que vous brûlez 2 cordes, parce que votre cabane permet à la chaleur de s'échapper plus rapidement que votre poêle ne la produit. Mon dôme retient la chaleur, tandis que votre cabane la dissipe. » Hendricks s'éloigna à cheval, secouant la tête, ses derniers mots portés par la brise froide d'octobre. « Quand cette machinerie s'effondrera et vous tuera, ne vous attendez pas à ce que je vous déterre. » Armin sécurisa la porte du tunnel et rentra pour son repas du soir. Le premier essai approchait à grands pas. En novembre, le dôme de Petrosius était devenu l'objet de dérision le plus prisé de la vallée. Alors que les éleveurs passaient à cheval, ils arrêtaient leur monture pour contempler l'étrange ruche de pierre émergeant de la pente. Les enfants se défiaient de s'approcher, croyant à moitié que l'Arménien avait construit une forme de sorcellerie étrangère. À Carbandal, au mercantile, les plaisanteries initiales s'étaient transformées en un franc dédain. Tucker, l'éleveur qui avait prédit la ruine, affirmait maintenant que le dôme représentait un risque d'incendie menaçant toute la vallée. Il déclara « Si une seule étincelle de ce four en pierre enflamme les broussailles sèches, nous périrons tous. » Il ajouta « L'étranger sera notre perte à tous avec ses coutumes primitives. » O'Brien, l'éleveur de moutons, avait formulé une hypothèse alternative. Ce n'est pas un appareil de chauffage, c'est une distillerie. Il distille des alcools exotiques à l'intérieur. Croyez-moi, c'est probablement du poison. Il le vend probablement aux Amérindiens. À mesure que l'hiver approchait, les allégations devinrent plus sinistres. Une rumeur circulait, selon laquelle Harman pratiquait une foi étrangère à l'intérieur du dôme, accomplissant des rites arméniens énigmatiques qui heurtaient la société chrétienne.
une autre personne affirma avoir vu une fumée particulière émanant de l'ouverture à des moments inhabituels, suggérant que Dieu sait quoi se passait à l'intérieur de ces enclos de pierre païens. William Hendricks tenta d'offrir une perspective rationnelle. « Cet homme n'est pas dangereux », informa-t-il ceux qui étaient rassemblés au mercantile. « Il est simplement égaré. » « Et s'il ne le fait pas ?» interjeta Tucker. « Oh ouais, s'il permet à sa femme et à sa progéniture de geler à cause de son obstination étrangère, ce fardeau du péché lui incombe, pas à nous. » Début novembre, les femmes de l'Église organisèrent une autre intervention. À cette occasion, elles apportèrent des provisions, un poêle en fonte, quelque peu corrodé mais fonctionnel, offertes par un foyer qui avait acquis une version plus moderne. Elles atteignirent la cabane des Pétrusiens, le poêle transporté dans un chariot, un acte de bienveillance chrétienne voilé de dédain. « Nous vous avons apporté un vrai poêle américain, » déclara Madame Whitmore, « afin que votre famille n'ait pas à dépendre de cette machinerie. » Sona les accueillit à l'entrée. Elle observa le poêle, les expressions pleines d'espoir des femmes et la présomption d'insuffisance évidente dans leurs sourires bien intentionnés. « Merci, » dit-elle prudemment, « mais nous n'en avons pas besoin. » Et... ma chère, l'hiver approche. Vous ne pouvez pas chauffer une habitation avec un abri en pierre et un passage. Ce n'est tout simplement pas faisable en Arménie. Vous n'êtes plus en Arménie. Le calme de Madame Whitmore finit par céder. Vous êtes en Amérique, entouré d'individus chrétiens qui tentent de vous aider à survivre. L'arrogance de votre mari causera la perte de vos enfants. Est-ce que c'est vraiment ce que vous désirez? Le regard de Sona devint résolu. L'expertise de mon mari assurera que mes enfants restent au chaud, tandis que vos appareils de chauffage épuisent les forêts. Offrez votre bienveillance à ceux qui en ont besoin. Nous n'en avons pas besoin. Les femmes déposèrent le poêle dans la cour et partirent dans un silence indigné. Le poêle resta là pendant 72 heures, jusqu'à ce qu'Arman le transporte au mercantile et l'échange contre de la farine et du sel. L'histoire circula rapidement, en quelques heures, concernant les étrangers ingrats qui avaient rejeté la générosité chrétienne et les Arméniens arrogants qui se croyaient supérieurs à tous les autres. Le sermon du pasteur Whitmore, ce dimanche-là, se révéla moins discret qu'auparavant. Il aborda explicitement les périls de l'arrogance étrangère, la transgression de rejeter les liens communautaires et le destin qui attendait ceux qui se fiaient aux coutumes païennes au lieu des techniques américaines établies. Les Pétrusiens étaient absents. Ils restèrent à leur habitation, scellant les fissures de leurs cabanes, empilant des broussailles à côté du dôme, se préparant à tout ce que la saison hivernale pourrait apporter. Le 18 novembre, la température tomba sous zéro pour la première fois. Arman alluma son premier feu à l'intérieur du dôme à l'aube. À midi, son habitation était plus confortable que n'importe quel poêle conventionnel n'aurait pu l'être. Février 1899 commença avec un sentiment d'optimisme trompeur. La première semaine vit les températures atteindre les 20 degrés supérieurs, considérées comme presque douces pour les régions montagneuses. Les éleveurs de bétail relâchèrent leur vigilance. Les foyers s'aventurèrent dehors sans être alourdis par des vêtements d'extérieur épais. La partie la plus rude de l'hiver semblait terminée. Par la suite, le ciel prit une teinte verte le 10 février. Les habitants expérimentés identifièrent cette nuance. Une teinte jaune-vert maladive annonçait un froid extraordinaire, alors que des systèmes de pression violents s'affrontaient, prêts à transformer le paysage. À midi, la température avait déjà chuté de 30 degrés. Au crépuscule, elle chuta de 30 degrés supplémentaires. Le mercure plongea au-delà de -20, puis de -30, se stabilisant finalement près de -45 avant que le thermomètre ne cesse de fonctionner.
Par la suite, le vent commença à souffler. Ce n'étaient pas les rafales constantes d'une tempête hivernale typique, mais plutôt une force vivante et malveillante. Il hurlait des sommets des montagnes à 60 miles par heure, propulsant la neige latéralement jusqu'à ce que le paysage se transforme en une étendue blanche et uniforme dépourvue de repères ou de pitié. La grande tempête de neige de 1899 s'était abattue sur le ranch Hendricks. Le 11 février, à 2 heures du matin, la première fissure résonna, ressemblant à un coup de fusil. C'était le bruit de la sève gelée éclatant à l'intérieur d'un mur de rondins. Cela fut suivi d'une deuxième, puis d'une troisième occurrence de ce genre. Au lever du jour, le mur nord de la cabane s'était fracturé à 3 endroits, créant des ouvertures pour le vent mortel. La famille se serra autour de son poêle, tandis que William calait désespérément des couvertures dans les fissures qui s'élargissaient. Les fissures semblaient proliférer plus rapidement qu'il ne pouvait les colmater. À l'intérieur, la température chuta à 28 degrés, même avec le poêle rayonnant de chaleur. Du givre rouge commença à recouvrir les murs intérieurs. Au-dessus de leur lit, le souffle des enfants gelait visiblement dans l'air. Dans toute la vallée, un scénario identique se déroulait dans chaque habitation. La résidence de Tucker perdit tout son mureste, lorsqu'un énorme rondin, fendu dans le sens de la longueur par l'expansion de l'humidité gelée, bascula simplement vers l'extérieur. La famille chercha refuge dans sa grange, qui, paradoxalement, offrait plus de chaleur grâce aux propriétés isolantes du foin que les murs en bois n'avaient pas. Pendant ce temps, la bergerie d'O'Brien s'effondra complètement. Elle s'effondra sous l'immense pression de la neige propulsée par le vent, entraînant la mort de 40 animaux et laissant la famille démunie et sans abri. Ils luttèrent pour atteindre la cabane d'un voisin, seulement pour découvrir qu'elle offrait à peine plus de chaleur que l'extérieur. Le nombre de décès augmenta. Un couple âgé, les Morrison, périt de froid dans leur lit, après que leur tuyau de poêle se fut fracturé, les empêchant de rallumer le feu. Une jeune mère et ses 2 enfants succombèrent aux éléments lorsque la porte de leur cabane fut arrachée par le vent et qu'ils furent incapables de la sécuriser. Séparément, un éleveur nommé Sullivan s'aventura à seulement 20 pieds de son tas de bois, mais ne revint jamais. Son corps fut découvert au printemps, à seulement 10 pieds de sa porte à la ferme Petrusian. Le 11 février, cependant, se déroula sans incident. Comme à son habitude, Harman avait allumé le dôme au lever du jour, utilisant une combinaison de restes de pin et de broussailles séchées, des matériaux qui auraient été inefficaces dans un poêle standard. Les murs en pierre absorbaient et retenaient efficacement la chaleur. Un courant d'air doux et constant circulait du tunnel vers la cabane. Les murs en rondins de la cabane craquaient et se fissuraient, tout comme ceux des autres habitations. Le froid intense affectait tout le bois uniformément. Cependant, aucune fissure n'apparut, car les rondins n'étaient pas sous contrainte pour retenir la chaleur. La chaleur provenait d'en dessous, spécifiquement du tunnel et de l'énorme batterie thermique encastrée dans la colline, qui restait insensible à la fureur du vent. À midi, tandis que Hendricks luttait pour colmater les fissures qui s'élargissaient avec des couvertures, la cabane Petrogen maintenait une température confortable de 52 degrés. Au sol, les enfants jouaient. Sona préparait du pain, sa pâte levant grâce à la chaleur du tunnel. Harman inspecta le dôme, puis apporta plus de broussailles avant de rejoindre sa famille. Ce soir-là, la température extérieure chuta à moins 61 degrés, marquant la température la plus basse jamais enregistrée au Colorado. Sona élargit l'entrée du tunnel, permettant un plus grand afflux d'air chaud. La température de la cabane monta à 55 degrés. Ils restèrent endormis sans être dérangés jusqu'au matin. Au-delà de leur abri, la tempête de neige poursuivait ses efforts destructeurs. 17 personnes du comté de Garfield avaient péri à l'aube. Aucune d'elles ne portait le nom de Petrusian.
William Hendricks arriva à la résidence Pétrusien le 14 février, 3 jours après le début du blizzard. Il voyageait à pied, car son cheval était mort de froid dans l'écurie. Ses tresses étaient émaciées, et ses doigts étaient enveloppés dans des chiffons tachés de sang, leurs extrémités perdues à cause des engelures. Derrière lui, son épouse et ses 3 enfants luttaient dans la neige qui leur arrivait à la taille, n'ayant que les vêtements qu'ils portaient. Leur habitation était en ruine. Le mur nord s'était entièrement fracturé, exposant la structure au vent la 2e nuit. Cette exposition avait fait s'éteindre leur feu. En conséquence, les températures intérieures chutèrent en dessous de 0 en moins d'1 heure. Leur survie fut due à leur regroupement dans la cave à légumes, située sous le plancher de la cuisine. Des piétas de meubles, utilisés comme combustible, furent descendus par la trappe. Armand les accueillit à l'entrée, s'écartant silencieusement. Hendricks s'arrêta à seulement 2 pieds à l'intérieur de la cabane, son épuisement cédant la place à la stupéfaction. L'atmosphère était chaude, mais pas de la chaleur intense et localisée d'un poil qui laisse d'autres zones froides. Cette sensation était distincte. Une chaleur douce et constante qui semblait émaner directement du sol. Elle semblait provenir des murs, de toutes les directions, simultanément. « Comment ?» murmura Hendricks. Armand indiqua l'entrée du tunnel, qui était légèrement ouverte, avec de l'air chaud entrant visiblement dans l'habitation. Le dôme. Je l'ai allumé plus tôt aujourd'hui. Juste une brassée d'aiguilles de pin et de divers débris, rien de plus. La pierre retient la chaleur et la rayonne jusqu'ici. Hendricks s'approcha de l'entrée du tunnel et s'y abaissa. Il sentit la chaleur monter par l'ouverture. Il y resta longtemps, ses mains abîmées absorbant une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des jours. « Ma cabane est détruite », finit-il par déclarer. Elle est complètement fracturée. Les rondins se sont fendus avec des bruits de coups de feu. Pendant toute la nuit, chaque cabane de la vallée a subi un sort similaire. Le mur de Tucker avait entièrement disparu. La grange d'O'Brien s'était effondrée. Il regarda alors Armand. « Comment votre habitation a-t-elle résisté? La cabane elle-même n'est pas la source de chaleur. C'est le dôme. Mes rondins ont aussi développé des fissures. Vous pouvez observer les fentes dans le mur nord. Cependant, cela n'a pas d'importance. La chaleur provient d'en dessous, de la pierre non affectée par les fissures du bois. Armand lui présenta le dôme cet après-midi-là, après que Hendricks se fut suffisamment réchauffé pour pouvoir marcher. Ils luttèrent. Dans la neige vers la structure en pierre en forme de ruche émergeant de la pente, son ouverture émettant encore de faibles volutes d'air chaud. À l'intérieur, Hendricks découvrit une chaleur persistante, donnant à l'intérieur une sensation estivale. Les murs émettaient la chaleur absorbée par le brasier du matin. Les pierres du sol conservaient suffisamment d'énergie pour réchauffer ses chaussures gelées. La zone était sèche, robuste et entièrement dissemblable aux débris de bois éclatés qui parsemaient la vallée. Armand déclara: « Ce soir, je brûlerai 2 brassées de plus et je le ferai tous les jours. C'est tout ce que la pierre accomplit. Le reste, alors... » Hendricks calcula mentalement. Il avait consommé 3 cordes de chêne de première qualité cet hiver, en plus de ses meubles et des lits de ses enfants. La famille chez Pétrosien avait utilisé des débris et des broussailles que n'importe quel éleveur aurait jetés. « J'ai considéré cela comme une entreprise insensée, » murmura Hendricks. « J'ai dit à tout le monde que vous construisiez une chambre funéraire. Vous n'étiez pas au courant et je n'avais aucun désir de le savoir. Et j'ai perçu quelque chose d'inconnu et j'ai supposé que c'était incorrect. » Il toucha le mur de pierre chaud. Combien de vies ont été perdues parce que des individus se sont fiés au bois plutôt que de chercher des réponses? 17 dans ce comté et encore plus dans tout l'État.
Pendant 15 jours, la famille Hendricks a résidé près des pétroglyphes, tandis que William récupérait ce qu'il pouvait de sa ferme dévastée. Avant son départ, il a demandé à Harman de lui enseigner la construction de dômes, une requête qu'Harman a volontiers acceptée. Dès l'été, 4 familles de la vallée avaient commencé à construire des dômes en pierre derrière leurs cabanes. L'hiver suivant, ce nombre était passé à 11. Ce qui était autrefois considéré comme la folie de l'Arménien s'était transformé en sa méthodologie établie. Cette expertise a voyagé d'un village près du lac de Van jusqu'à une vallée du Colorado, transporté à travers un océan par un individu qui refusait obstinément d'abandonner sa conviction en ce qu'il savait être vrai.